bon, c'est autour de l'axe 1, hein, dont Nicolas a parlé ce matin. Donc, le bassin de la Seine et les territoires et ces changements globaux, donc à la fois anthropiques et climatiques, et ainsi que la plateforme de modélisation qui va commencer à vous être exposée. Donc, on a 4 exposés, donc avec 15 minutes, parce que bon, on est plus gourmand que les autres, donc on a 4 exposés au lieu de 3. Et donc les 2 premiers s'adressent effectivement au changement climatique et à la plateforme de modélisation. Voilà. Et puis les 2 suivants développeront des approches aussi prospectives et territorialisées dans le cadre du premier, à l'échelle du bassin dans le cadre du second. Et je crois que, puisque nous avons très peu de temps, il va falloir tout de suite commencer par la première intervention. Bien, bonjour. Je vais entamer cette première session thématique du colloque. Et je vais vous parler de la sensibilité de l'hydrosystème Seine au changement climatique, et notamment, plus particulièrement, à la manière d'envisager le changement climatique sur le long terme et à la capacité de nos modélisations à fournir des estimations de ce qui pourrait se passer à la fin du siècle. Donc c'est un travail collaboratif avec notamment le CERFAX et M2C qui travaillent beaucoup sur la manière d'évaluer les scénarios du GIEC et la manière de formaliser les champs de précipitation et de température à évaluer avec le modèle hydrologique CAWAX. Alors oui, juste une petite remarque sur ce fond d'écran brûlant. Ça fait écho au dernier rapport du GIEC, dont vous avez tous entendu parler. La Terre brûle, mais il est effectivement aujourd'hui avéré. Donc c'est une des grandes avancées de ce rapport du GIEC, c'est qu'aujourd'hui, le GIEC estime qu'il est certain à 100% que l'augmentation de la température est liée aux activités humaines, et ce, en mobilisant une quarantaine de modèles internationaux sur le climat. En fait, on peut, c'est ce qui est montré ici sur le diagramme de droite, évaluer ce que serait la température actuelle sans rejet de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que ce faisceau bleu, bien que soumis à une petite variabilité de 0,25 degrés par rapport à la température moyenne de l'air durant l'ère pré-industrielle, ne montre aucune augmentation attendue de température liée au changement possible d'activité solaire, d'émission d'énergie par le soleil. Et du coup, la courbe d'augmentation, donc les 1 degré d'augmentation de la température moyenne de l'air depuis le début de l'ère industrielle, est explicable simplement, uniquement par nos émissions. Donc le GIEC avait émis cette hypothèse dès le départ, dès la formation du GIEC. Le GIEC avait émis cette hypothèse. Et la nouveauté, en fait, de ce rapport, c'est que cette fois-ci, avec l'évaluation, la 6e évaluation, on affirme que ce degré d'augmentation est lié à nos pratiques. Donc, un pas considérable par rapport à la manière dont la société peut réagir finalement à cette augmentation, puisqu'on avait pendant longtemps eu des climato-sceptiques qui nous ont dit mais pas du tout, la Terre est plate. Là non, c'est fini, on est certain. Voilà, l'augmentation d'1 degré est liée à nos activités. Point final. Donc dans ce contexte, qu'est-ce que ça a signifié pour le bassin de la Seine? Donc on a fait dans l'ouvrage de reconstitution des trajectoires du Pyrène un travail sur l'évaluation de la trajectoire hydrologique du bassin de la Seine, qui nous a permis de montrer que depuis le début du XXe siècle, donc au cours du XXe siècle, la Seine avait déjà
vu ces étiages se renforcer, s'intensifier, donc en termes de manque d'eau. Et si on continue avec les scénarios du GIEC, donc les scénarios les plus pessimistes, donc qui considèrent une augmentation de la température de l'air en fin de siècle, en fin de 21e siècle, de 5 à 6 degrés, eh bien, on arrive pour la Seine à un étiage qui s'intensifie. Donc un débit par rapport au début du XXe siècle qui est divisé par 4. Donc c'est conséquent. Et les mauvaises nouvelles associées à cette estimation, qui n'est déjà pas bonne, c'est que d'une part, la durée de l'étiage semblerait s'allonger dans le temps, donc durer plus longtemps, et d'autre part, ils deviennent de plus en plus certains, donc de plus en plus fréquents à ce niveau d'intensité. Et alors à cela, ce qui est plutôt une petite fenêtre de marge de manœuvre pour nous, c'est qu'apparemment il y aurait un petit peu plus d'eau en période hivernale, mais malheureusement de l'eau plutôt associée à des événements intenses. Donc difficilement récupérable, difficilement stockable. Une autre évaluation concerne l'impact du changement climatique sur les sécheresses agronomiques. Là encore, même si les scénarisations du GIEC sont un peu incertaines sur le bassin de la Seine, on anticiperait quand même un allongement des sécheresses agronomiques et une augmentation de leur fréquence. Alors, ça, c'est des constats qui sont faits à partir des anciennes scénarisations du GIEC. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir quelle est la part tendancielle de la part de variabilité interne du système climatique sur ces évolutions. Donc, quand on analyse un champ de pluie, donc là c'est le débit, le débit à pause, donc à l'exutoire du bassin, sur une période longue, donc depuis la moitié du 19e siècle, on voit qu'il y a des grandes périodes temporelles où le débit est plutôt plus bas que la moyenne et d'autres périodes où le débit est plutôt plus haut. Et ça, c'est une variabilité interne du système qui s'appelle la variabilité basse fréquence, et qui est une variabilité à échelle de temps décennale. Et quand on regarde comment les forts débits de la Seine évoluent au sein de ces périodes ou entre ces périodes, on se rend compte qu'en période de fort débit pluriannuel, eh bien, le débit de la Seine a tendance à être 3 fois supérieur à ce qu'il est en période de bas débit décennal. Donc on a des enjeux très très forts, à la fois pour la gestion des événements extrêmes hivernaux, mais également pour la gestion de la ressource en eau en étiage, autour de ces questionnements de comment le climat va évoluer au cours du siècle et comment ces composantes basse fréquence sont susceptibles ou pas de se transformer. Donc pour aborder ces questions et essayer d'y voir plus clair au niveau du bassin de la Seine, on a adopté pour la phase 8 une démarche de scénarisation du changement climatique focalisée sur la variabilité basse fréquence et l'étude de la réponse de l'hydrosystème Seine à des modifications de ces signaux, de ce signal basse fréquence. Enfin, ces signaux basse fréquence qui est pluriannuel et pluridécennal. Alors, pour faire cela, on a une approche en plusieurs étapes. Tout d'abord, on a analysé les projections climatiques, les dernières projections climatiques issues du dernier exercice du GIEC, qui s'appelle l'exercice d'intercomparaison de modèles numéro 6 pour le jargon. Qu'est-ce que nous dit cet exercice? C'est que finalement, en tendance, les anciennes évaluations de l'exercice 5 étaient plutôt fiables, puisque, comme on le voit sur ce transparent en haut à droite, par exemple, pour la température estivale, on n'a pas beaucoup d'écart entre la simulation d'ensemble
CMIP6 comparé à la simulation d'ensemble CMIP5. Les deux nous disent que globalement, en été, en fin de siècle, on va avoir une température moyenne de l'air qui va augmenter dans le scénario business as usual, donc si on ne change rien par rapport à l'actuel, de 6 à 8 degrés. Colossal comme augmentation de température estivale. On est déjà en période caniculaire de plus en plus fréquemment, donc vous imaginez, avec plus 6 degrés par rapport à aujourd'hui, ce que ça va être. En été, une diminution drastique des précipitations, de l'ordre quand même de 0,7 mm par jour, ce qui est très très conséquent. Si on ramène ça à l'année, ça nous fait à peu près un tiers à un quart des pluies sur le bassin qui disparaissent. Deuxième étape, par rapport à la variabilité basse fréquence, sélectionner un certain nombre de scénarios de l'exercice CMIP6, puisque la particularité de cet exercice, c'est d'avoir mis en œuvre une comparaison de ce que les modèles mobilisés pour les projections prédisaient pour le climat actuel. Donc on est en capacité d'évaluer la capacité de ces modèles à reproduire le climat actuel. Et donc cet exercice consiste, saison par saison, à regarder comment les modèles du GIEC évaluent notre climat actuel. Et donc là, par exemple, on peut voir que pour les 40 modèles mobilisés, il n'y en a pas beaucoup qui soient capables de représenter les précipitations en période printanière, par exemple. On a sur les 40 modèles à peu près 7 modèles qui nous donnent des valeurs de précipitation printanière cohérentes par rapport à ce qu'on observe. Donc on a choisi dans cette phase du Pyrène de ne pas adopter la démarche classique de simulation d'ensemble à l'aveugle, mais vraiment de faire un travail de sélection dans le spaghetti des projections climatiques. Et une fois donc qu'on aura sélectionné ces modélisations, Julien Bouet a travaillé à une nouvelle méthode de régionalisation de ces scénarios avec une méthode originale d'apprentissage artificiel sur la base de comparaison dans le passé, mais également dans le futur, des climats à un instant T pour pouvoir récupérer l'information locale comparée à l'information régionale. Et ici, donc, vous avez un exemple de descente d'échelle d'un scénario climatique issu du modèle du GIEC, donc à résolution de 100-150 km de côté pour les cellules du GIEC en haut à gauche, vers quelque chose d'exploitable à l'échelle nationale avec une résolution de 10 km, ce qui correspond à peu près à ce qu'on utilise sur le bassin de la Seine en référence Safran qui est de 8 par 8 km de côté. Donc on aura, à l'issue de cette étape de sélection, un petit nombre de scénarios climatiques à explorer pour nos scénarisations dans le futur. La question se pose, vis-à-vis de ces scénarios, des incertitudes associées. Donc pour aborder cette question, on propose de développer, et on développe, une méthode d'analyse du signal en décomposant les pluies en canaux fréquentiels. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une analyse en ondelettes. Globalement, quand vous avez un signal de pluie, donc là c'est la pluie moyenne en amont de pause en haut à gauche de ce transparent. Je ne sais pas si on a un petit pointeur. Voilà. Ici. Et on peut, avec cette méthode, décomposer en fait ce signal en composantes qui ont une certaine temporalité de réponse. Donc ici, vous voyez qu'on a une composante à un quart d'année, une composante de variabilité mi-année. La composante de variabilité annuelle qui explique énormément de la variance, enfin 10% de la variance totale du signal, et ainsi de suite jusqu'à la variabilité à 22 ans. Et cette dernière composante est fondamentale puisque c'est la moyenne pluriannuelle, et la moyenne à elle toute seule en fait explique 76% du signal. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et des composantes avec des faibles pourcentages explicatifs de l'ordre de 2% sont quand même significatifs quand on ramène par rapport aux 25% qui restent autour de la moyenne. Et donc nous, ce qu'on va faire dans cette évaluation, c'est prendre les composantes pluriannuelles, donc 4 ans, 7 ans, 14 ans, déformer leur amplitude
et regarder comment le champ de pluie qui en résulte est filtré par le bassin de la Seine. Ce qui nous permettra de donner des estimations d'incertitude autour des simulations du GIEC, des scénarios qui ont été sélectionnés. Donc voilà comment est réalisée l'évaluation. Ici, ce sont des champs de pluie qui ont été générés par la méthode de décomposition en ondelettes. On les fait rentrer dans la modélisation du bassin CAWAX, donc qui a été, grâce au soutien de l'agence sur un projet spécifique Aquivar, significativement amélioré pour deux raisons. D'une part, on a aujourd'hui un modèle qui représente l'ensemble du système aquifère sur tout le bassin de la Seine. Donc, historiquement, on ne représentait que la frange, toute la zone centrale, tertiaire et la craie. Maintenant, on représente la frange orientale du bassin, donc tout le système aquifère. Et d'autre part, on a recalibré donc tout le modèle sur la base d'une analyse fréquentielle, donc d'une méthodologie innovante qui nous permet d'analyser très très finement la manière dont le bassin filtre la pluie en pluie efficace, en ruissellement de surface, en infiltration, et ce, à l'échelle de tous les territoires du bassin de la Seine. Et avec cet outil, aujourd'hui, on a une vision très très précise et remarquablement bien calibrée de l'infiltration à l'échelle du bassin. Et vous voyez qu'il y a des très forts contrastes entre cette frange orientale et le reste du bassin. Et également, vous voyez ici l'agglomération parisienne qui réduit très fortement l'infiltration. Et puis, on voit les fortes infiltrations ici en Normandie. Donc la dernière étape, c'est l'évaluation, grâce à cette chaîne de modélisation, de l'impact de la modification d'une variabilité du signal climatique basse fréquence. Ici, vous avez un exemple. Donc, on a pris la pluie en noir, la pluie actuelle, en amont de pause. En rouge, vous avez le signal de pluie qui est reconstruit en augmentant la variabilité à 4 ans d'un facteur de 50%, et en pointillé, en la diminuant. Et ici, vous avez la manière dont le débit à pause est transformé à la suite de cette modification des précipitations. Donc, sans surprise, on voit que quand on amplifie le signal, eh bien, le débit est amplifié. Mais ce qu'il est intéressant de regarder, c'est en détail comment les différentes composantes du signal sont filtrées par le système. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que, je vais aller rapidement parce que j'ai vu Josette qui s'est déplacée à ma droite. En fait, la conclusion de tout ça, c'est que quand on modifie une réponse, enfin une composante du signal de pluie, en fait, on a un effet de transfert de ce signal vers d'autres bandes de réponse et que globalement, systématiquement, la variabilité basse fréquence du signal de débit est augmentée ou diminuée en proportion de ce qu'elle a été dans le signal de pluie. Donc pour conclure, on a une origine anthropique du réchauffement climatique qui est maintenant reconnue et avérée. Cela conduit à une augmentation en durée et en intensité des sécheresses agronomiques et hydrologiques, tout en ayant une certaine incertitude sur la variabilité hydroclimatique à long terme. Donc, l'étude des projections CMIP6 a été réalisée. Elle nous permet de focaliser notre démarche d'évaluation sur un certain nombre de scénarios qui reproduisent plutôt bien cette variabilité basse fréquence. On a mis en place une nouvelle méthodologie d'évaluation des incertitudes relatives à ces scénarisations climatiques qui peut être évaluée, donc scénarisation hydroclimatique, qui peuvent être évaluées à l'aide de notre chaîne de modélisation hydrologique et hydrogéologique CAWAX, complétée à l'ensemble du système de la Seine pour les aquifères et recalibrée récemment. Et pour le moment, on a montré que le bassin amplifie les effets décennaux et multidécennaux. Merci. Merci Nicolas pour cette présentation scientifique en plus de tout le reste que tu dois avoir en charge pour
pour ce colloque. Est-ce qu'il y a une question brûlante? Parce que bon, on aura une discussion en fin de session, mais on peut prendre une question brûlante le temps que Nicolas Gallois vienne s'installer. Alors, je ne vois pas grand-chose non plus. Non, pas de question brûlante. Ah, si une. Ah, ok. Qui va vous présenter. Oui, François Bonis, à la région Île-de-France. J'avais simplement une question. Alors, en fait, je n'ai pas tout saisi, je suis vraiment désolé, mais il me semble que dans le dernier résultat qui a été donné, enfin dans la synthèse, il y a quelque chose qui est, semble-t-il, légèrement contre-intuitif. On s'imaginerait plutôt que les variations de fréquence au niveau des pluies soient un petit peu tamponnées par tout le système et que ces variations se retrouvent, certes, mais à un degré plutôt moindre au niveau ensuite des débits de Seine. Peut-être n'ai-je pas compris. Hein. Et j'ai l'impression que ce que vous avez dit, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les variations sont en quelque sorte amplifiées par le bassin versant. Mais c'est peut-être pas ça du tout. Hein. En fait, on se rend compte que si on modifie le signal, par exemple, avec de la variabilité à 4 ans, eh ben, on voit qu'on a également une modification de la variabilité du débit à des périodes plus longues. Alors que, donc on n'a pas un transfert linéaire finalement d'une modification d'un canal vers le même canal dans le débit. Il y a des interrelations, il y a des phénomènes physiques dans le bassin qui font que les signaux sont un petit peu emmêlés. Et donc on peut avoir des effets à plus long terme de modification à court terme. C'est ça que voulait dire la transparente finale. Oui, Michel Mébec, Métis. La dernière ligne, tu dis, le bassin amplifie les effets décennaux et multidécennaux, comme si le bassin était une entité homogène. En fait, la diapo précédente, la carte, si tu peux revenir un ou deux en arrière, la carte, non, celle d'après, je pense, où la Normandie était très différente de la Champagne, etc. Voilà, celle-là. Elle montre des contrastes énormes. Donc, en fait, je pense qu'il ne faut plus du tout parler de bassin, il faut parler de régions hydrographiques, des sous-hydrosystèmes. Et là, il va y avoir des moins impactés, des moyennement impactés, et puis des très forts impactés. En particulier pour l'agriculture, le message, on ne peut plus faire passer un message bassin moyenné. Il faut vraiment cibler sur des territoires, lesquels territoires vont être les plus sensibles, les plus fragiles, etc., etc. Donc ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, Michel, c'est le travail à venir. Là, pour une première sur cette complexité basse fréquence, on a voulu faire quelque chose de simple et qui permette à chacun de comprendre la démarche. Mais effectivement, on est capable de territorialiser ces effets de filtration du signal de pluie par les territoires du bassin. Oui, bonjour, Sarah Feuillette de l'Agence de l'eau. Juste par rapport à cette question justement de territorialisation, moi ça me pose question parce que quand je vois par exemple le travail qu'avait fait Julien Boé sur les scénarios sécheresse, on voyait bien que d'un modèle à l'autre, justement, ça racontait pas du tout la même chose au niveau des sous-zones du bassin et que justement c'était plutôt les messages globaux qu'il fallait, qui étaient cohérents entre eux et du coup moi j'en ai retenu qu'il fallait pas trop se lancer dans des bassins, dans des modèles voilà, territoriaux parce qu'on gagne en incertitude en descendant en échelle. Donc je suis juste un peu perdue par rapport à ce que je viens de dire. Oui, mais c'est normal parce que c'était avant la méthode IMIT. Donc avant ce papier de Schwitt 2019. Et je vous invite à regarder, vous l'avez, hein, puisque c'est vous qui avez commandé l'étude, le rapport Aquivar, vous allez beaucoup mieux percevoir la qualité de la modélisation territorialisée actuellement. Voilà. Je crois
qu'on va s'arrêter là Oui. et on va donner la parole à... Les échanges seront Nicolas riches à la fin de la session, Gallois. de toute façon. Pardon? Les échanges seront riches à la fin de la session. C'est ça, parce que bon, il y a eu quand même un pas en avant au niveau des incertitudes et voilà, il apparaît qu'on soit en mesure maintenant de territorialiser. Alors, Nicolas. Bien, merci, bonjour à tous. Donc l'objectif de cette présentation, donc, que j'espère c'était un peu plus simple que la précédente, mais même si ça tourne autour d'un outil de modélisation qui est tout aussi complexe et un enjeu, une ambition assez haute, c'est de vous présenter un peu un point d'avancement sur un projet phase 8 qui touche à la mise en place d'une nouvelle plateforme de modélisation des hydrosystèmes régionaux, donc qui sera bien entendu dans un premier temps appliqué au bassin versant de la Seine. Et comme vous le voyez, ça fédère pas mal de monde, parce que, comme je le disais, on va avoir besoin d'être à même d'associer pas mal de compétences diverses pour répondre à cette thématique. Donc on peut se poser la question, tout d'abord, une plateforme de modélisation, pourquoi et pourquoi faire? Donc l'objectif, dit comme ça, il peut paraître assez simple, c'est de simuler le comportement intégré de l'ensemble d'un hydrosystème sous différents jeux de contraintes qui peuvent potentiellement interagir entre elles. Je pense notamment aux contraintes climatiques ou encore tout ce qui peut émaner de la pression anthropique qui caractérise le bassin. Et donc en termes d'application, cette plateforme doit pouvoir, ou permettra, de spatialiser, de caractériser de manière spatialisée et quantifiée l'évolution et l'impact de scénarios qui pourraient être caractéristiques d'hypothétiques futurs du bassin. Alors ça se décline en pas mal de thématiques, que ce soit sur le volet quantitatif ou qualitatif, ce qu'on sait déjà faire dans le cadre du PIREN, ce qu'on a déjà eu l'occasion de faire par le passé dans le programme. Donc ça se décline au niveau des flux de polluants, typiquement des thématiques phares du programme, donc qui sont les flux d'azote, de pesticides et de nutriments au sein de l'hydrosystème. Et ce qu'on s'impose comme nouveauté, ce qui selon moi est la nouveauté majeure, ça va être le transfert de flux de chaleur et d'énergie dans l'ensemble du système. Alors, pour modéliser ça, ça fait intervenir un bon paquet de processus physico-chimiques très divers et variés qui va nous falloir modéliser. Et donc, dans le but, bien évidemment, de caractériser les impacts et les effets induits par les changements globaux. Alors, concrètement, on ne part pas de rien, parce qu'on a déjà des modèles à disposition qui sont soit à même de modéliser l'ensemble du système, soit qui se focalisent plus particulièrement sur le comportement physique ou la description du comportement physique d'un compartiment constitutif du système en particulier. Donc l'objectif derrière la plateforme, vous l'aurez compris, c'est d'améliorer l'interfaçage des différents modèles dont on dispose pour pouvoir les faire discuter entre eux et avoir à terme le meilleur mode de reproduction, de représentation possible de l'ensemble du système. Et donc bien évidemment, l'objectif final, c'est de modéliser l'ensemble des flux, que ce soit d'eau, de matière et ou de température dans les différents compartiments et aux interfaces qui caractérisent ou qui composent le système. C'est aussi un projet, au-delà d'être fédérateur, il se fonde aussi sur des acquis, 3 fois rien, juste 30 ans de recherche. Donc au cours des différentes phases du programme, ces phases ont vu émerger la conceptualisation et le développement de différents modèles qui sont désormais phares dans le cadre du programme. Et ici, dans la suite de la présentation, il y en a 2 qui vont nous intéresser plus particulièrement, à savoir le modèle hydrogéologique et hydrologique CAWAX, que Nicolas vient d'évoquer, qui lui a pour fonction majeure, pour rôle majeur de savoir modéliser l'ensemble des flux d'eau au sein du système, et un modèle qui typiquement se concentre en particulier sur un compartiment, à savoir le réseau hydrographique, qui est le modèle Peanut River Strahler, et qui lui se focalise sur la biogéochimie du compartiment. Outre les outils, outre le fait de mobiliser les outils, on mobilise aussi les techniques, puisqu'on peut voir que la simple idée d'essayer de coupler le modèle CAWAX et le modèle Peanut River Strahler permet de déjà tacler pas mal de thématiques historiques chères au PIREN. Donc pour faire simple, impact du changement climatique, agriculture et pollution, fonctionnement de l'interface nappe-rivière, et j'en passe. Donc ça va dans la continuité de ce qu'on sait faire. Alors si je parle de mise en place d'une nouvelle plateforme de simulation, c'est qu'il y a une ancienne norme. Pas vraiment une ancienne, on va considérer ça comme une maquette, puisqu'en fin de phase 7, il y a des travaux qui ont été réalisés qui permettaient déjà d'associer des modèles historiquement utilisés dans le cadre du PIREN, donc savoir un modèle agronomique, le modèle STIX, un modèle hydrogéologique, le modèle MODCU, et un modèle biogéochimique, le modèle Peanut River Strahler. Qu'est-ce que ça nous a permis de faire?
ça a permis la simulation intégrée des flux d'azote dans l'ensemble des compartiments du système. Donc à savoir, ça a été fait de manière rétrospective et prospective. Rétrospective, donc c'est-à-dire tout simplement savoir modéliser la mise en place et l'évolution des concentrations à la fois dans le système aquifère et dans le réseau hydrographique sur le long terme, donc sur près de 50 ans de simulation, et aussi évaluer l'impact que pourra avoir des scénarios agricoles, donc élaborés de manière très précise, de manière évolutive dans le temps et dans l'espace, donc sectorisés à l'échelle du bassin, et d'en caractériser l'impact sur la qualité des eaux souterraines. Donc je voulais juste préciser un peu la structure de cette plateforme, puisque ça va être très intéressant ou fondamental à comprendre pour la structure qu'on veut donner à cette future plateforme, puisqu'elle elle est essentiellement liée à ça. Donc 3 modèles élémentaires, modèle STIX, modèle Moscou, modèle Peanut River Strahler. Donc pour faire simple, on dispose d'un modèle agronomique STIX qui a été déployé pour fonctionner à l'échelle du bassin, qui a été interfacé avec pas mal de bases de données, certaines d'entre elles conçues spécifiquement pour décrire l'évolution des systèmes dans le temps et l'espace de culture, donc vraiment décrire l'agriculture avec beaucoup de précision. Et ce modèle agronomique, il simule 2 choses. D'une part, la production végétale spatialisée aussi au cours du temps, et aussi et surtout l'impact de ces systèmes de culture sur l'environnement. Donc concrètement, ça se matérialise par 2 choses, des flux d'eau et des flux d'azote, qu'on va simuler en domaine sous-racinaire, qu'on va être à même de forcer dans le modèle hydrogéologique. Donc son objectif, vous l'aurez compris, c'est de simuler les évolutions de concentration en nitrate dans le système aquifère. Et en sortie de ce modèle, on récupère 2 choses, donc toujours des flux d'eau et des flux d'azote, qui vont d'une part être associés au processus de ruissellement de subsurface, et aussi ce qui va ressortir du système aquifère. Ces apports d'eau et ces apports de matière, au final, on les fait transiter dans un 3e modèle, le modèle Peanut River Strahler, qui va permettre de prendre en compte les réactions biogéochimiques du système riparien, enfin l'environnement riparien, et à la fois de prendre en compte les flux diffus et aussi les flux locaux, les flux sources, les pollutions ponctuelles, et modéliser in fine l'évolution des concentrations dans l'ensemble du système du réseau hydrographique du bassin. Alors je résume juste en une slide, au moins sur le volet rétrospectif, ce qu'on a réussi à obtenir. Donc une slide qui va se décomposer en 2 temps. Donc là, ce qu'on regarde, c'est vraiment la partie modélisation système aquifère. Chaque point vous représente un calitomètre au niveau duquel on a des concentrations en nitrate. Et la couleur du figuré ponctuel vous indique le biais moyen entre en fait, la fiabilité ou la qualité de restitution des concentrations mesurées. Donc le biais moyen, exprimé sous forme de biais moyen à chacun de ces calitomètres. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on arrive à modéliser spatialement très finement et de manière très satisfaisante l'évolution et la mise en place des concentrations en système aquifère, puisque près de 2/3 des calitomètres, alors concrètement je ne sais plus combien il y en a, il doit y en avoir quelque chose comme 400 je crois, on arrive à simuler avec des biais inférieurs à 5 mg de nitrate par litre sur près de 2/3 de ces points de données. L'aspect complémentaire, donc là je vous propose 3 exemples de résultats. Donc là on regarde ce coup-ci les évolutions de concentration dans le réseau hydrographique. Donc là vous avez 3 stations hydrométriques, la Seine-à-Pose, et 2 stations hydrométriques situées les plus à l'aval sur le linéaire de l'Oise et de l'Orne, où vous voyez, peut-être pas, parce que je ne sais pas si c'est lisible, des évolutions synchrones sur 7 ans entre les concentrations simulées qui sont en très plein et en figuré en point les évolutions des concentrations. Donc là encore des évolutions très très cohérentes. Donc on est relativement satisfait de ce que sait faire cette plateforme. Donc je ne vous développe pas l'aspect prospectif. Il y a un rapport, je vous mets à chaque fois la référence, ici, qui correspond, vous avez un rapport de 270 pages sur le sujet, si jamais ça vous intéresse. Donc, si on met ça au regard de ce qu'on veut in fine faire en phase 8, donc à savoir simuler des flux d'eau, de la matière et aussi de la température, potentiellement tout ça en même temps, bah ça c'est bien, mais ça ne nous suffit pas. Donc du coup, on s'est dit, il serait bien d'essayer de consolider cet outil et d'essayer d'en élargir son champ d'application par le biais de nouveaux développements. Et donc ça, c'est l'ambition qu'on se fixe en phase 8, donc qui est résumée ici. Donc c'est savoir développer un outil de simulation conjointe à la fois des flux d'eau, des flux de matière, potentiellement plusieurs espèces en même temps, dans l'objectif à terme de pouvoir les faire réagir entre elles, mais aussi de flux de chaleur. Donc concrètement, comment on fait ? On récupère quand même quelques idées intéressantes de cette première maquette. Et concrètement, qu'est-ce qui change ? Je vais résumer ça en 2 temps.
on augmente le degré de généricité des flux de forçage. C'est-à-dire qu'au niveau du modèle hydrogéologique qu'on va utiliser, on va être à même de pouvoir on va pouvoir le forcer de plein de manières différentes, selon ce pour quoi on veut utiliser la plateforme et ce dont on dispose comme type de données. Donc ça va être des flux matière, des flux d'eau, ou alors que des flux matière et des flux de température. Bon, c'est très adaptable, c'est très, très générique. Donc maintenant, on ne sait plus uniquement modéliser des flux d'azote, mais aussi des flux de matière au sens général, ça peut être des flux nutriments, et de la chaleur. Et on simule les bilans associés. Donc tout ça, c'est toujours spatialisé et ça évolue dans le temps. On se met également à jour au niveau modèle hydrogéologique. On n'utilise plus la suite logicielle ModeCou traditionnellement utilisée dans les travaux du PIREN, puisqu'il n'a plus vraiment vocation à être développé et maintenu. On va le remplacer par son fils conceptuel amélioré, je vais présenter ça comme ça, donc CAWAX 3e du nom, en prenant soin donc de développer des nouvelles fonctionnalités au sein de ce modèle, et aussi, comme le disait Nicolas, de développer de nouvelles applications. Donc, comme il vous l'a dit, on dispose désormais d'une nouvelle version de l'application SEN qui prend en compte les formations aquifères affleurantes d'âge crétacé inférieur et jurassique. Et on conserve le reste de la plateforme. Donc là, vous avez une schématisation simplifiée de la plateforme qui doit pouvoir nous rendre à même de satisfaire les objectifs qu'on s'est fixés en introduction. Donc le dernier point, ça serait pour moi justement de faire un peu le listing de ce qui a été fait au niveau travaux depuis le début de la phase 8, parce qu'il y a beaucoup de développements qui ont été initiés, voire même finalisés pour arriver à cette plateforme. Et pour le moment, on s'est essentiellement focalisé sur le modèle CAWAX, troisième version, dans lequel il nous a fallu développer donc justement toutes les conceptualisations nécessaires pour transférer dans les différents compartiments, donc surface, réseau hydrographique, zone non saturée, zone aquifère, le transfert à la fois d'espèces multiples dissoutes et de chaleur. Donc concrètement, qu'est-ce qui fonctionne pour l'instant? Donc tout ce qui est option de forçage, on sait faire. Donc c'est très modulable, très flexible. On peut forcer un peu ce qu'on veut en fonction de ce pour quoi on veut utiliser la plateforme. Tout ce qui est conceptualisation de transfert de matière et de chaleur dans le réseau hydrographique et en zone saturée, c'est également finalisé. Et on a aussi profité de cette occasion pour rajouter des fonctionnalités supplémentaires pour prendre en compte les apports de matière et d'eau ponctuels, typiquement ce qui peut sortir des rejets de steppe, donc au niveau du réseau hydrographique de surface, ce qui n'existait pas avant. Pareil, pour les deux diapos qui restent, je vous précise à chaque fois la référence qui correspond. La majeure partie de ces références sont des références PIREN, donc elles vous seront mises à disposition ou sont déjà à disposition sur le site du PIREN, donc consultables si besoin. Dans le but un peu de compléter cette approche globale des différents compartiments du système, on a aussi développé une nouvelle librairie de calcul qui permet de simuler le bilan énergétique à l'interface rivière-atmosphère. Et alors là, c'est un peu un abus de langage, on y est presque, on a encore quelques petites semaines de travail pour finaliser dans CAWAX l'intégralité du transfert de solidité et de chaleur, donc essentiellement au niveau du système aquifère. Alors, on développe du code, mais pas que, on développe aussi des méthodologies et des applications. Donc, au niveau de l'application, je ne vais pas revenir dessus, donc Nicolas vous en a déjà parlé. La nouvelle application CAWAXen qui a été recalibrée au niveau du bilan de surface avec la nouvelle méthode de calibration IMIT, et qui a été aussi également recalibrée. Donc la réponse hydrodynamique du système a été recalibrée pour tout ce qui est système souterrain, système aquifère. Et enfin, en complément, donc ça c'est un peu plus annexe à la plateforme, mais in fine ça va servir aussi. On développe, donc ça ce sont les travaux de Maxime Bignon, qui développe en ce moment une méthodologie pour essayer de caractériser les pratiques culturales non plus ici orientées azote, mais pesticides à l'échelle du bassin, pour à terme modéliser l'impact utiliser cette plateforme et modéliser l'impact de ces flux sur l'hydrosystème. Donc ça c'est niveau CAWAX. Le modèle Pineos River Strahler n'est pas en reste puisque lui aussi il évolue de son côté, donc à la fois au niveau du code et des applications. Donc là je vous en mets quelques exemples. Donc par exemple au niveau du code on peut citer l'intégration de la gestion nouvelle du carbone inorganique et aussi de la simulation des gaz à effet de serre par l'hydrosystème, ou encore l'application avec d'autres modèles externes à la plateforme, tels le modèle histurien, le CGM, donc qui traduit du fonctionnement de l'estuaire. Il y a aussi, donc, outre les évolutions de code qui sont faites dans CAWAX, on a aussi un parallèle qui se fait dans RIV,
pour essayer de solidifier un peu l'outil et de le rendre un peu plus modulaire. Donc ça, c'est tout ce qui se fait au niveau de l'unification du code, l'architecture du code. Et enfin, là, je vous mets quelques exemples d'applications récentes qui ont mobilisé cet outil, mais qui s'inscrit également dans le type d'application, le type d'utilisation qu'on veut faire de ce genre de plateforme. Dernière petite information, mais pas des moindres, je pense qu'il me reste à vous dire, peut-être sans doute à l'année prochaine, puisque cette plateforme est prévue opérationnelle l'année prochaine. Juste un dernier petit point, beaucoup de références, c'est pas juste pour le plaisir de vous mettre une slide imbuvable, mais c'est juste pour témoigner de la grosse activité autour de la plateforme. Donc comme je l'ai dit, il y a pas mal de productions Pyren des années précédentes, essentiellement 2020, et qui vont arriver cette année en 2021, donc qui vous seront mises à disposition sur le site du Pyren, donc vous pourrez consulter si vous voulez de plus amples informations sur le sujet. Je vous remercie. Donc merci Nicolas pour avoir présenté cette plateforme. Cette plateforme, je crois qu'on ne l'avait jamais vue dans cette ampleur. Voilà, donc c'était un projet qu'on avait initié grâce au reportage de l'Agence de l'eau et qui prend forme, quoi. Donc une question rapide avant de passer à la suite. Sinon, on discutera de l'ensemble à la fin de la session. Mais non. OK. C'était très clair. Bon. Merci. Donc on va passer à nos deux exposés suivants. Fabienne Barato qui va nous parler du projet Torsade, qui est un projet de co-réflexion, si je puis dire, sur l'avenir de la planète, de l'agriculture, des territoires et toutes ces sortes de choses. C'est bon. Pas très vite, mais c'est bon. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, effectivement, je vais vous présenter le projet, des résultats du projet Torsade. Oui, pardon. Non, c'est bien. Merci. Le projet Torsade, il visait, sa question centrale porte sur la reconnexion à l'échelle de territoire entre une agriculture durable et de l'alimentation. Et c'est un projet qui a rassemblé 3 équipes de recherche, 2 équipes INRAE et une équipe CNRS du Métis. Et ce projet, en fait, il a pris corps à l'échelle de 3 territoires distincts. Donc, d'une part, d'ouest en est, un territoire qu'on a qualifié de périurbain de l'ouest parisien. C'est en fait le territoire du projet alimentaire territorial du plateau de Saclay. Donc ce sont 3 intercommunalités pour un territoire d'un peu plus de 400 km². Ensuite, un autre territoire francilien qui est la Brie, dite laitière. On a choisi comme territoire retenu pour travailler celui du parc naturel régional Brie et Deux-Morins. Donc là aussi, on a 3 intercommunalités et un territoire, par contre, qui est plus de 2 fois plus grand que le précédent. Et puis, on est allé jusqu'à sortir des limites hydrophysiques du bassin de la Seine, mais pour avoir un territoire beaucoup plus à l'est et avec des caractéristiques de ruralité en particulier bien différentes. Et puis, c'est aussi parce que historiquement, on a des relations de collaboration en recherche et que donc c'était un des terrains que mon unité apportait et sur lequel on avait la possibilité de travailler. Donc ce territoire, c'est celui de l'ouest vosgien, donc c'est la plaine des Vosges. C'est un territoire beaucoup plus grand puisque cette fois on est sur plus de 2300 km² pour 4 intercommunalités. Et c'est aussi le territoire de construction d'un futur projet alimentaire territorial porté par un pôle d'équilibre territorial et rural qui est la réunion de plusieurs intercommunalités. Voilà. Et dans ce projet Torsade, on avait en fait
deux grands types d'ambitions. La première, c'était de produire des connaissances et de développement méthodologique articulant les travaux des 3 équipes de recherche pour rendre compte du métabolisme en fait de ces 3 territoires. Ça, c'est ce qu'on a plutôt fait la première année. Et puis les 2 dernières années, donc 2020-2021, ont plutôt été consacrés au deuxième type d'objectif qui était de mettre à disposition des acteurs des territoires une partie des résultats de nos travaux, mais aussi de les mettre en discussion avec ces acteurs des territoires et de faire évoluer avec eux nos capacités à scénariser ce qui pouvait se jouer sur ces territoires. Et c'est ce qui va faire l'objet de ma présentation aujourd'hui. Donc on a 2 productions majeures dans ce cadre. D'une part, un portfolio et puis un séminaire acteurs-chercheurs récent. Le portfolio, très rapidement, je ne m'étalerai pas, il est de toute façon disponible parmi tous les documents qui sont présentés à l'entrée là-bas. Donc n'hésitez pas à vous en saisir, à le saisir et à le remporter chez vous et à le lire. Donc il est constitué en fait d'une dizaine de fiches qui rassemblent l'ensemble des résultats des travaux, des développements méthodologiques. Ces fiches, elles sont organisées selon une vision chaîne alimentaire et elles décrivent successivement les étapes production agricole, collecte et transformation, distribution et consommation. On a fait une fiche spécifique sur l'offre en produits locaux sur chacun des territoires, parce que c'est une offre qui est justement qui propose une voie alternative à cette vision très structurée par production, collecte, transfo, distribution. Donc c'est une autre façon d'organiser les choses. Et puis sur la partie consommation, on a aussi scindé les fiches en deux sous-fiches finalement, une axée sur qui sont les mangeurs et l'autre sur quelle est la consommation. Et l'ensemble de ces fiches trouve sa synthèse dans la dernière fiche qui est la fiche 8 et qui propose une vision en termes de métabolisme et de flux pour chacun de ces 3 territoires. Alors le séminaire acteurs-chercheurs, donc lui, il a eu lieu, et c'est l'objet du cœur de ma présentation, il a eu lieu donc les 27 et 28 septembre dernier, donc c'est tout récent. Donc les résultats sont tout fraîchement exploités. Pour l'organiser, on a reçu aussi l'appui et la co-conception et l'animation de Sarah Limbroso et de Xavier Pou de ASCA, mais aussi d'Alice Vettoretti, qui est médiatrice scientifique. C'est un séminaire pour lequel notre ambition, c'était de faire se rencontrer les acteurs des 3 territoires et de les faire se rencontrer entre eux et de les rencontrer aussi avec nous. Et donc, ce qu'on voulait, c'était permettre une interconnaissance des 3 territoires, favoriser l'appropriation des représentations de type schéma de flux, puis générer des discussions entre pairs, donc par exemple entre agriculteurs des 3 territoires, entre élus de collectivités de ces 3 territoires qui ont des caractéristiques bien différentes. On voulait pouvoir les faire travailler sur les caractéristiques de leur territoire, sur les verrous ou sur les leviers pour une reconnexion entre agriculture et alimentation. Il y avait aussi l'ambition, au travers de ce séminaire, de pouvoir fédérer un peu plus ou mieux ou nouvellement des collectifs locaux et puis éventuellement aussi de mutualiser des initiatives inspirantes entre territoires. Donc ce qu'on a réussi à faire, c'est sur 2 jours de réunir une trentaine de participants. On voulait que ce soit vraiment un séminaire de travail avec des ateliers où les gens puissent être réellement actifs. Et donc la volonté, ce n'était pas d'avoir quelque chose avec beaucoup de monde, mais bien d'être sur un format propice à la réflexion. Et donc on a rassemblé une diversité d'acteurs de ces territoires, à la fois des producteurs et productrices agricoles, des élus, soit des maires, adjoints aux maires ou des élus dans les établissements intercommunaux. On avait aussi des représentants d'institutions publiques, par exemple l'établissement, l'EPA Paris-Saclay, mais aussi des structures intercommunales comme le PNR. On avait des personnes de l'accompagnement technique agricole, les chambres d'agriculture, la formation en lycée agricole, des chargés de mission ou de développement dans des collectivités, et puis aussi des citoyens, soit actifs au sein d'associations, soit venant là au titre d'une forme d'expertise ou d'engagement autour de ces questions de la reconnexion agricole et alimentaire. Et on avait essayé de garder aussi un équilibre entre les 3 territoires pour cette diversité de personnes.
Donc on a construit un séminaire avec une articulation entre différents temps, avec des configurations diverses. On a pas mal réfléchi sur la conception de ce séminaire avec les collègues d'ASCA. Et donc on a essayé d'alterner à chaque fois des temps où on puisse travailler en sous-groupe avec soit les acteurs d'un même territoire, soit en croisant les regards. Bon. Je passe un peu rapidement sur le détail de ce programme. Peut-être juste pour retenir les grands temps qui ont structuré, l'idée c'était de repartir des résultats de Torsade et en particulier de ce formalisme par schéma de flux qui a souvent été présenté, je pense, dans le cadre du Pirène et où finalement on analyse un territoire en termes de transfert de flux de matière le long d'une chaîne et ce qui met en particulier en évidence d'éventuelles ouvertures des cycles vers l'extérieur et des déséquilibres ou des absences de connexion entre certains segments, pour analyser, en croisant les regards entre les trois territoires, la situation actuelle, ça c'était un temps, et finalement revenir en atelier avec les acteurs d'un même territoire, les amener à pouvoir faire un travail de construction de récits pour le futur de leur territoire. Donc, je vais présenter pour chacun des terrains ce que ça a donné, à la fois l'analyse de la situation actuelle et le récit ensuite que les acteurs locaux ont pu construire pour leur futur. Alors sur l'ouest parisien, sur le périurbain de l'ouest parisien, très rapidement, ce qui a été diagnostiqué, c'est sans surprise une insuffisance de l'élevage et de matière organique pour le territoire, un déséquilibre dans les productions avec une diversification très insuffisante. Ce qui est apparu aussi fortement et que nous, on n'avait pas aussi explicitement inscrit dans nos fiches, dans le portfolio, c'était le fait qu'on avait un cadre de vie pas attractif pour des installations agricoles, des populations moins aisées économiquement, sur le secteur des Ulis en particulier qui a été cité, qui n'étaient pas associées aux dynamiques de reconnexion actuelles, un foncier agricole insuffisant avec des concurrences sur les âges des sols, ont été citées notamment la question de la méthanisation et des industries, une politique agricole commune qui est liée au foncier et qui verrouille le système, et puis une problématique, alors oiseau dit comme ça peut paraître anecdotique, mais qui traduit en fait la très forte anthropisation d'un territoire qui fait que finalement on a une forme de déséquilibre entre la présence de certaines espèces d'oiseaux et une forme de concurrence avec l'activité agricole. Il y a quand même dans ce panorama quelques éléments positifs et notamment ont été cités une initiative d'une épicerie participative qui permet, alors outre l'approvisionnement pour les consommateurs en produits locaux choisis et de qualité, mais aussi qui a l'avantage de sécuriser certaines installations agricoles qui sont assurées d'avoir un débouché au travers de cette épicerie participative. Et les besoins identifiés, ce serait de multiplier par 100 les petites fermes, d'avoir des installations familiales, de diversifier, remettre de l'élevage et ramener de la matière organique, intégrer un volet éducatif dans le projet alimentaire territorial et développer des outils de transfo et de distribution locaux. Dans le deuxième temps, donc, les acteurs de ce territoire périurbain ouest parisien ont travaillé ensemble pour construire un récit d'un futur pour leur territoire. Alors, la question de l'érosion du foncier agricole et de sa fragilité face à une urbanisation et une planification de grands projets qui semblent inéluctables n'ont pas été abordées de front. Dans ce récit, il est assumé que le futur du plateau, c'est un futur urbain. Je cite ce qui a été raconté. Nous ne sommes pas du tout à la campagne, nous sommes en ville, c'est de l'agriculture urbaine. C'est de l'agriculture qualifiée d'urbaine, on a encore des fermes qui font parfois 500 hectares, mais le sentiment en tout cas, c'est que l'urbain l'emporte sur le caractère agricole. Le récit s'est construit autour d'une idée de ferme collective sur les hectares agricoles restants pour permettre la reprise et l'installation de nouveaux agriculteurs avec une diversification des productions, l'émergence d'ateliers de transfo et la distribution en circuit court. La taille des fermes actuelles, donc de 100 à 250, voire 500 hectares, elle n'est pas fondamentalement remise en cause, mais chaque ferme permet alors l'installation d'une dizaine de producteurs qui ont un fonctionnement collectif, même si chacun reste responsable de l'un des ateliers. Et l'entraide et la mutualisation des compétences, ça permet de limiter les astreintes et d'assurer un équilibre entre vie en dehors et au travail. Sur chaque ferme collective, ils ont aussi décidé d'installer un magasin de producteurs. Et la réussite de cette transformation, elle est expliquée par un basculement dans les relations entre producteurs agricoles et collectivités. D'opposants, ils sont parvenus à une forme d'accord. Les collectivités ont pris des parts dans une légumerie, ce qui a incité plusieurs exploitants agricoles céréaliers à une diversification vers la production légumière.
La restauration hors domicile s'est apparue comme un levier mobilisé en commun par les collectivités et les producteurs. Cet approvisionnement, ça permet de sécuriser les filières, ça permet aussi de sensibiliser les consommateurs. Et l'espace agricole qui reste, de toute façon, étant trop restreint pour subvenir aux besoins de la population locale, il y a une coopération qui est renforcée avec des territoires limitrophes, notamment Sud-Essonne. Enfin, il y a une forme de considération nouvelle pour l'écologie, c'est le terme que ces acteurs utilisent, a été permise, avec implantation de nombreuses haies et restauration d'une trame noire favorable aux pollinisateurs et réduisant les impacts des prédateurs diurnes. Sur le second terrain, celui de la brie dite laitière, là, ce qui avait été analysé pour la situation actuelle, c'est que finalement, ce qui est très, très structurant, c'est le flux de céréales, avec des grandes exploitations spécialisées, au bilan économique qui est positif, et avec une structuration qui est renforcée toujours par cette politique agricole commune, et ainsi que par l'image identitaire finalement valorisée d'un territoire exportateur dont la vocation serait à exporter, justement. Donc on a finalement ce système-là qui fonctionne pas trop mal pour les gens qui en bénéficient actuellement. De l'autre côté, on a des consommateurs néo-ruraux aux revenus plutôt modestes en moyenne et pour lesquels la consommation locale de qualité, ça reste l'exception du week-end. Et ce qui est frappant sur ce territoire, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de lien entre ces deux mondes, agricoles et consommateurs. On a aussi été cité une concurrence avec la grande distribution qui triche, là aussi le terme n'est pas de moi, mais sur cette image du local. Et il y a bien une volonté politique, mais elle reste très générale et elle a du mal à s'ancrer sur des initiatives. Donc ce qui avait été diagnostiqué, c'est le besoin d'un véritable projet agroalimentaire territorial appuyé par un diagnostic. Alors les acteurs ensuite de la brie laitière se sont retrouvés entre eux et ont eux aussi répondu à la consigne. Vous êtes en 2035 et vous avez réussi votre projet de reconnexion. À quoi ressemble votre territoire lorsque vous le faites visiter à des gens? Alors là, ce qu'ils nous racontent, ça remporte. Leur récit comprend aussi le renforcement des capacités de transformation et de distribution relocalisée. Ils ont développé des ateliers de transformation collectifs, ils ont mis en route un abattoir mobile, un magasin de ferme. Ça intègre également le développement de filières d'avenir, le renforcement de productions plus traditionnelles sous signe de qualité. Et il y a 3 éléments qui structurent très fortement leur récit. Il y a d'une part la relation à la métropole parisienne qui est extrêmement importante et qui est marquée d'emblée, c'est-à-dire que le territoire s'inscrit dans le prolongement d'un secteur nord d'urbanisation. Ils ont transformé Disneyland en Brilland, un salon permanent des produits du terroir et qui permet aux urbains parisiens de découvrir leur campagne et qui opère un véritable trait d'union entre l'agglomération parisienne et le territoire du PNR. Le territoire du PNR, d'ailleurs, a été jugé trop petit pour que le projet puisse s'y inscrire et le récit s'appuie au contraire sur des liens avec l'extérieur dans une forme de territoire élargi. Ils ont aussi imaginé la création d'un pôle de recherche et d'innovation, pôle d'excellence ouvert à l'international, ce sont leurs termes, et il est envisagé comme un moyen de drainer une population qualifiée, de développer des partenariats avec l'enseignement agricole et in fine de doter de nouvelles générations d'agriculteurs des moyens de mieux maîtriser les règles foncières ou réglementaires. Et puis le territoire, il doit favoriser l'installation de nouvelles populations, des chercheurs, mais aussi des cadres parisiens qui viennent mettre leurs compétences ingénieriques au service du développement des moyens de transformation locaux. Il y a des néo-ruraux qui s'installent en agriculture et la SAFER, devenue sérieuse, là aussi c'est pas de moi, je cite, et les collectivités locales accompagnent ces transformations sous forme de réserves foncières ou d'aide à l'installation ou à l'acquisition de terres. Bon, je pense ne pas avoir le temps de développer le 3e territoire qui est celui de l'Ouest vosgien au risque d'exploser. Donc, pour pouvoir avoir sinon je le fais, mais sinon j'ai une diapo de conclusion. Voilà. Donc je passe pour le territoire donc de l'Ouest vosgien. On a un 3e scénario construit. C'est dommage, il est très drôle, mais du coup, il y a le suspense. Il vous faudra lire le rapport Pirensen qui est en cours d'élaboration et dans lequel ce scénario figurera. Et donc, si on doit faire une synthèse de ce qui a été permis par des sorties et de ce qui est permis par ce type de travail entre acteurs et chercheurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des constats initiaux qui sont globalement partagés. On a 3 territoires où la déconnexion, elle est manifeste. De toute façon, c'est les mêmes principes qui président avec une surimposition des modes de fonctionnement du régime dominant, mais où les voies de la reconnexion qui sont envisagées vont être vraiment diverses. On a des constats communs. Quant aux freins, les constats communs, c'est qu'on a un accès au foncier qui est difficile et qu'il faudrait vraiment songer à faire que cet accès au foncier soit régulé autrement.
On a une politique agricole commune qui renforce le régime dominant. Pour continuer à ménager le suspense, il faudra lire le scénario des Vosgiens parce qu'ils ont fait un sort à cette politique agricole commune dans leur projection. Et on a un déficit global en outils de transformation locaux sur les 3 territoires. Les besoins, c'est évidemment une diversification des productions agricoles qui est indispensable dans tous les territoires. Et c'est aussi ce qui est intéressant, ce qui a émergé fortement, c'est le fait qu'on a besoin d'imaginer des formes d'organisation collective et qu'elles sont à la fois à imaginer sur les fermes et dans les communautés citoyennes. Un réel intérêt de ce travail acteurs-chercheurs, ça a été la réassurance des groupes locaux, ils l'ont clairement formulé. Le fait qu'ils ont pu échanger des connaissances et des idées entre acteurs des différents territoires et que ça les a aussi amenés à avoir une nouvelle lecture de leur propre configuration locale. Il y a eu émergence de solutions partenariales entre certains de ces acteurs et ça a aussi pour la recherche permis, je pense, de formuler des pistes à continuer d'explorer et des nouvelles questions de recherche. Ça pose vraiment la question de comment on fait pour réfléchir les communs et l'action collective, puisque c'est quelque chose qui a été fortement mis en avant dans les scénarios, ce besoin d'imaginer des nouvelles formes de coopération. Les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire, que ce soit à l'échelle nationale ou infra, se sont fortement invitées dans le débat, alors qu'on parlait initialement d'agriculture et d'alimentation. On voit que c'est indissociable des questions d'urbanisme. Et puis, il y a aussi eu l'émergence de la question des interterritorialités, c'est-à-dire qu'on a défini a priori certains territoires pour réfléchir nos scénarios. Et en fait, on voit que, enfin, a priori avec des justifications à ces choix, mais en attendant, les scénarios se pensent toujours dans des relations avec d'autres territoires voisins. Ce qui doit peut-être changer, ce n'est pas le fait d'engager des relations avec des territoires voisins, c'est les motivations et les valeurs au nom desquelles ces relations s'engagent. Et ça, je pense que c'est une piste de recherche également intéressante. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Fabienne. Alors je pense que quand on viendra à la discussion générale, il faut que quelqu'un pose la question à Fabienne de il y a quoi dans le scénario vosgien. Mais pas tout de suite. Est-ce qu'il y a une question brûlante immédiatement? Tic-tac. Rien ne brûle, enfin la planète brûle, mais pas nous. Donc je vais passer la parole à Sarah qui va aborder des questions très voisines, mais à une autre échelle. Et donc je lui laisse tout de suite la parole, le temps que... C'est bon? Ouais. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, Fabienne, tu m'as fait une transition parfaite parce qu'on va vous présenter une réflexion qui, justement, essaye de coupler des questions agricoles et des questions d'urbanisme et des questions urbaines. Donc, je vous présente au nom d'un collectif une réflexion en cours au sein de plusieurs équipes du Pirène-Seine qui cherchent à construire des scénarios de coévolution de l'agriculture et de la ville sur le bassin. Et c'est un travail en cours, on est en train de construire des scénarios, donc c'est une version intermédiaire qu'on vous présente aujourd'hui. Et on a choisi d'insister sur les variables en fait, qu'on intègre à notre réflexion et sur lesquelles on fait des hypothèses pour construire ces scénarios. Donc pour commencer, en fait, les scénarios qu'on essaye de construire, ils se positionnent dans un débat prospectif, c'est-à-dire dans un ensemble de débats sur l'avenir des systèmes agricoles, des systèmes urbains, sur la transition socio-écologique de manière générale. Donc c'est important de vous préciser quel est le cadrage qu'on a choisi. Donc ce qui est au centre de notre réflexion, c'est bien cette coévolution de systèmes alimentaires et urbains dans la suite de travaux qui ont déjà été menés dans les phases précédentes du Pirène. On ne présente plus les scénarios agricoles développés notamment par Gilles et Josette, dont le fameux scénario autonome reconnecté demi-tarien. Donc on avait aussi travaillé sur des scénarios urbains avec Sabine Barle. Donc on continue ces réflexions-là et on essaie aussi de les positionner dans le cadre d'une transition socio-écologique globale, en se demandant aussi quelles sont les conditions qui peuvent permettre l'avènement de ces images du futur au niveau de l'alimentation et de la ville. Donc l'enjeu au cœur de notre réflexion, c'est d'explorer des trajectoires de sobriété forte
dans l'usage des ressources, en ayant ce point d'entrée sur l'agriculture et la ville. Pourquoi ce point d'ancrage sur la sobriété? C'est en lien avec le constat fait par de nombreux travaux sur les limites physiques des ressources auxquelles on est confronté actuellement, et de se dire, si on prend au sérieux cette question, eh bien, allons jusqu'au bout, explorons des trajectoires de sobriété. Et donc quand on fait ça, on a forcément un cadrage qui doit combiner l'exploration de changements techniques et de changements sociopolitiques, parce que c'est compliqué d'imaginer une évolution des systèmes agricoles et urbains vers une sobriété très forte sans imaginer un changement plus global des cadres sociopolitiques qui les structurent. Et donc juste un point de clarification, enfin pour bien préciser, on est dans un travail exploratoire, donc ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de pousser au bout cette hypothèse de sobriété forte, avec 2 scénarios que je vais vous présenter, mais on n'est pas au stade où on peut proposer des feuilles de route, des programmes politiques. Et donc je pense que c'est important de le préciser pour bien dire qu'est-ce qu'on essaie de faire. Pour l'instant, on n'est pas à dire voilà ce qu'il faudrait faire directement pour l'action publique ou collective. Et si on explore cette hypothèse de sobriété, c'est aussi pour se positionner par rapport à d'autres types de scénarios ou plus largement de discours sur l'avenir qui existent. Le premier type, c'est, on en a parlé un petit peu hier pour ceux qui étaient à la journée de la zone Atelier Seine, c'est des scénarios qu'on a appelés technofixes, au sens où c'est des scénarios qui reposent sur un ajustement technique pour conserver quelque part le système sociopolitique actuel et qui misent sur le progrès technologique pour optimiser l'usage des ressources de la manière la plus efficiente possible, et donc essayer de changer le moins de choses possible tout en essayant de préserver les ressources. Les limites qu'on voit à ces discours-là, ou en tout cas un point aveugle des scénarios qui existent, c'est qu'ils continuent à miser sur une augmentation de la croissance économique, et donc on a du mal à voir de manière crédible comment cette poursuite de la croissance économique peut vraiment mener à un découplage physique avec l'utilisation des ressources. C'est pour ça que nous, on a essayé de penser des trajectoires vraiment de sobriété et pas seulement d'optimisation technologique, on va dire. Les autres scénarios dont on veut se distinguer, c'est ceux d'effondrement global ou de conflits majeurs au niveau planétaire qui mènent de fait à une forme de sobriété, mais subie. Quand tous les systèmes en place s'écroulent, on est sobre dans l'utilisation des ressources, mais on ne l'a pas forcément choisi. Et donc là, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est explorer d'autres trajectoires qui offrent, selon nous, plus de prise à l'action, en se disant, si on veut vraiment se mettre en mouvement vers la transition socio-écologique, comment on peut s'y prendre? Voilà pour le cadrage. À partir de là, le point de départ qu'on a choisi pour construire les scénarios, c'est d'avoir, on va dire, une variable de forçage, si je reprends des termes de la modélisation, mais qualitative, sur la démographie et l'organisation spatiale de la population. Pourquoi? Parce que quand on parle de démographie et puis de la répartition de la population dans le territoire, en fait, ça embarque beaucoup d'autres dimensions. Déjà sur le niveau urbain et alimentaire, comment on organise les flux entre la ville et l'agriculture, comment on organise les flux au sein de ces territoires, et puis ça révèle des modes d'organisation économique, sociale, politique qu'on voulait explorer. Donc l'hypothèse globale qu'on fait, c'est, là on est sur une hypothèse tendancielle de poursuite de la croissance démographique au niveau européen. Par contre, en France, on a exploré 2 hypothèses contrastées sur la répartition des habitants, qui en fait se traduisent par des modifications dans le bassin de la Seine, avec des soldes d'entrée-sortie d'habitants différents sur le bassin. Je vais détailler. Le premier scénario, qui s'appelle les villes en leur bassin, dans la suite d'un scénario développé dans la phase précédente du Pyrène. Dans ce scénario, on fait l'hypothèse que le pouvoir d'attraction des grandes métropoles est maintenu, que globalement, on reste avec, dans le bassin de la Seine, la métropole parisienne qui continue à garder sa population et qui, dans son sillon, on va dire, attire des habitants sur le bassin, qui se répartissent un peu plus entre l'amont et l'aval, je détaillerai un peu plus après, mais on reste globalement sur la même organisation spatiale. L'autre hypothèse, dans un scénario qu'on a appelé post-métropolisation, c'est à l'échelle nationale un rééquilibrage fort vers les villes moyennes et en décroissance. Et ce qui se traduit pour le bassin qui possède une métropole très densément peuplée par une forte diminution de la population. On a estimé à moins 5 millions d'habitants sur le bassin, notamment avec une diminution forte en Île-de-France et une augmentation de la population à l'amont. Je détaillerai un peu plus après aussi sur une carte. Mais ça, la logique derrière ça, c'est de sortir de la logique de la métropolisation qui est maintenue dans le premier scénario. Donc une fois qu'on a fait ces hypothèses de forçage, on va dire, sur la démographie, quelles variables sont centrales pour construire nos scénarios? On part des villes et de l'agriculture, donc c'est ces systèmes-là qui sont au cœur de notre réflexion, avec, on s'est mis, je vous l'ai dit,
une contrainte volontaire hein, d'avoir des villes sobres. Donc ça, c'est une des premières variables qu'on explore. Et pour décrire les villes, on regarde les formes urbaines, la répartition et la taille des villes. On s'est ainsi interrogé sur le rôle des villes dans l'aménagement du territoire et puis sur les infrastructures et les services urbains en réseau. Donc on fait des hypothèses contrastées pour les deux scénarios sur ces différentes variables. Et puis sur les systèmes agri-alimentaires, là aussi, on fixe quelque part le type de système agri-alimentaire qu'on explore à travers cette hypothèse de sobriété. Donc c'est bien des systèmes agri-alimentaires agroécologiques avec une très faible utilisation d'intrants qu'on explore dans le scénario en faisant des hypothèses sur l'organisation de la chaîne agri-alimentaire, les systèmes de production et le régime alimentaire. Et je vais essayer d'incarner ça de manière spatiale en vous présentant des cartes. Donc pour traduire ça dans le territoire, on est parti de cette carte-là. Donc là, c'est la carte actuelle, enfin en 2010, qui est une carte de typologie des occupations des sols. Donc je ne vous la présente pas dans le détail, mais c'est pour vous montrer de quoi on est parti pour ensuite produire nos propres cartes. Est-ce que ça marche ? Le petit pointeur, oui. Donc là, c'est le scénario « Les villes en leur bassin en 2050 ». Au niveau de l'organisation des villes, on a toujours cette métropole parisienne très présente, mais dans la population, c'est stabilisé. On a fait l'hypothèse que la population n'augmentait pas. Par contre, on a une augmentation de la population vers les villes moyennes du bassin qui connaissent une croissance urbaine en périphérie de ces villes. Et on a par ailleurs au niveau urbain, oui c'est ça, un rééquilibrage vers les villes moyennes. Au niveau de l'occupation du sol agricole, on a en fait globalement un rééquilibrage des complémentarités polyculture-élevage à l'échelle du bassin, mais quand même une forme de spécialisation entre différents territoires du bassin qui se maintient. Autour de Paris, de la métropole parisienne, on conserve globalement une orientation vers les grandes cultures, tout en augmentant les infrastructures agroécologiques sur le territoire pour des questions de biodiversité. On a une grande ceinture maraîchère autour de la métropole parisienne, et toute cette zone est fertilisée grâce à la valorisation des déchets humains produits par les habitants de la métropole parisienne. Dans les zones un peu plus extérieures à la métropole parisienne, ici, je ne sais pas si c'est très visible là, on a des zones de polyculture-élevage très diversifiées, et à l'ouest du bassin et sur les franges est, on a des zones où l'élevage domine un peu plus. Donc on maintient une forme de polarisation et de spécialisation des territoires agricoles, ce qui implique en termes d'organisation de la chaîne alimentaire un certain maintien d'échanges entre ces territoires. Et puis au niveau du maraîchage, on a des ceintures maraîchères aussi autour des villes moyennes. Donc ça, c'est pour le scénario les villes en leur bassin. Pour le scénario post-métropolisation, il faut bien lire les légendes pour voir certaines différences. Au niveau de la métropole parisienne, on imagine une dédensification forte, vu qu'il y a une forte diminution de la population, et on a en fait une densification globale à l'échelle du bassin. C'est les petits traits violets qui expriment ça. Non seulement on a plus de population dans les villes moyennes sur l'ensemble du bassin, mais aussi dans les villages, les hameaux, les petits bourgs qui se repeuplent. Et on fait l'hypothèse à approfondir que c'est possible sans artificialiser les sols, en utilisant les logements vacants ou en densifiant l'habitat existant. Donc ça, c'est pour l'organisation urbaine. Au niveau agricole, on a une plus forte homogénéité des systèmes avec la polyculture élevage sur l'ensemble du bassin. Mais ce fond de carte un peu homogène vert, en fait, il ne traduit pas bien une forte diversité des systèmes à l'échelle fine. Mais globalement, on ne garde pas la spécialisation territoriale du scénario précédent. On a autour des villes moyennes, puis des bourgs et aussi des hameaux, ce qu'on a appelé des ceintures syntropiques. Donc c'est des ceintures aussi principalement maraîchères, mais qui s'inspirent des principes de l'agriculture syntropique qui fonctionnent par différentes strates arbustives pour maximiser la productivité de ces systèmes. Et une autre différence avec le scénario précédent, c'est qu'on a ici en vert clair des zones laissées à la libre évolution naturelle, donc où l'homme n'intervient pas. Et en termes d'organisation des échanges pour approvisionner en alimentation les villes et les villages, en fait, là, on est sur des flux beaucoup plus locaux, avec une organisation de l'approvisionnement qui se fait à l'échelle des hameaux, à l'échelle des bourgs pour certains produits, à l'échelle des villes si besoin, mais on a quand même une relocalisation très forte des échanges.
Voilà pour ce qu'on peut dire pour l'instant sur une forme d'organisation spatiale des espaces agricoles et urbains. Une fois qu'on a dit ça, si on veut construire une image un peu cohérente, on vous a dit qu'on voulait essayer de raconter une histoire de trajectoire de transition socio-écologique, quelles autres variables il faut rajouter. Donc là, je les détaillerai pas pour chacun des 2 scénarios, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on a voulu, ce qu'on veut intégrer en plus dans l'histoire qu'on va finir par raconter. Donc, je les raconte, l'ordre n'a pas d'importance, c'est juste pour vous montrer les différents points, différentes dimensions des scénarios à construire. Donc quand on change comme ça l'organisation spatiale des activités agricoles et des villes, il faut aussi se demander quelle est la répartition spatiale des activités économiques, où on travaille, où sont les activités principales. On s'est aussi interrogé sur les types et les modes de production des technologies dans ces mondes très sobres. Comment on produit des technologies en utilisant beaucoup moins de matière, comment aussi on organise la recherche ou le développement de ces technologies de manière très centralisée ou pas. Il y a aussi tout un volet sur les flux et les échanges en dehors des flux alimentaires dont j'ai un peu parlé. Notamment, une grosse question qu'on se pose, c'est sur l'énergie. Quelqu'un m'a posé la question hier aussi quand j'ai présenté très vite ces scénarios. Ça, c'est une des grosses inconnues qu'on a pour l'instant en termes, parce qu'on n'a pas forcément les compétences en interne et on va creuser ça avec d'autres chercheurs. On fait l'hypothèse d'une sobriété dans l'utilisation de l'énergie, mais quelles sources d'énergie on peut imaginer disponibles en 2050 dans les 2 scénarios, comment on stocke l'énergie, comment on la transfère, comment on maintient dans ces conditions énergétiques des transports et des déplacements. Est-ce qu'on n'a plus que des transports à vélo et à cheval, ou est-ce qu'on a encore de la marge de manœuvre pour transporter des trains ? Pour le dire de manière un peu caricaturale, mais c'est quelle marge de manœuvre on a au niveau des transports en fonction des conditions énergétiques, quel type d'échanges commerciaux on a, et puis quel système d'information, parce que si on est sobre, on veut aussi l'être dans l'usage notamment du numérique. Autre dimension à intégrer, c'est les modes de vie des habitants du bassin dans ces histoires-là. Finalement, comment les gens vivent, comment se reconfigure le travail, par exemple, et les loisirs. Comment s'incarne la vie une fois qu'on a fait toutes ces hypothèses-là. Et puis, une variable évidemment centrale, l'organisation, le rôle des pouvoirs publics et plus largement les modes de prise de décision. Dans le scénario post-métropolisation, par exemple, on va vers des organisations beaucoup plus locales, beaucoup plus collectives, des modes de prise de décision très décentralisés. Dans le scénario les villes en leur bassin, on a une régulation publique beaucoup plus forte pour allouer l'usage des ressources de manière à assurer la sobriété. Donc on fait aussi des hypothèses différentes là-dessus. Et dernier point, quelque chose qu'il ne faut évidemment pas oublier, c'est une fois qu'on a raconté toutes ces histoires, quels sont leurs impacts environnementaux et comment on peut les évaluer. Et pour finir, les prochaines étapes de notre travail, c'est de continuer à affiner et consolider les hypothèses et la cohérence interne des scénarios, notamment en approfondissant cette question énergétique qui vraiment cadre les marges de manœuvre en fait, qu'on peut avoir dans chacun des 2 scénarios. Travailler aussi sur les trajectoires entre aujourd'hui et ces images en 2050. Travailler sur la formalisation des scénarios à partir des variables du côté un peu analytique que je vous ai présenté, comment on met tout ça en musique pour raconter vraiment des récits, comment on illustre aussi ces scénarios. On a toute une réflexion là-dessus sur différents types de supports qui peuvent donner corps en fait à ces scénarios, et puis préparer leur mise en discussion. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure en étant bien explicite sur le statut de ces scénarios qui sont exploratoires, qui cherchent à éclairer des enjeux de la transition socio-écologique en poussant au bout des hypothèses qui nous semblent plausibles, mais qu'on considère peu explorées actuellement dans le débat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sarah. Est-ce qu'il y aurait une question directement à Sarah sur son exposé avant qu'on passe à la discussion générale? Oui. Oui, pour la mise en discussion, tu parles d'une mise en discussion des scénarios. Vous envisagez quel cercle pour l'instant, on n'a pas statué. Il y a la question de... on aimerait bien le faire à la fois au niveau bassin et aussi dans des territoires.
avec des acteurs plus locaux, mais alors on n'a pas, éventuellement avec un croisement avec le projet Torsade dont a parlé Fabienne, il y a des collectifs voilà, déjà constitués, mais on n'a pas, c'est encore très ouvert. Et puis peut-être aussi l'utiliser dans des formes plus bilatérales, aussi présenter comme support d'entretien en fait les récits auprès de certains acteurs. Et c'est encore très ouvert. Merci. Alors on va peut-être demander à tous les orateurs de venir nous rejoindre, comme ça nous nous sentirons moins seuls. Une deuxième question directe. Oui, je suis Françoise Béard de France Nature Environnement. Au-delà de ce que je pourrais dire, de présenter des scénarios, ce qui me gêne un peu, c'est l'échelle de temps qui est donnée, parce que l'exposé précédent montrait un constat qui est fait à partir d'un dialogue mis en place aujourd'hui. Et vous présentez un travail avec des changements drastiques quand même d'habitude. Moins 5 millions d'habitants, on a du mal à l'imaginer sur une échelle de temps courte. Donc quand on voit déjà l'inertie actuelle de la mise en œuvre de nouveaux scénarios, ce que vous présentez me donne l'idée d'une échelle à 100 ans plutôt qu'une échelle à 50. Donc je voudrais savoir le côté un peu réaliste de ça. Moi, je ne me vois pas vendre ça autour de moi. Je me dis, ça peut donner une tendance, mais je ne sens pas le côté du coup, comment on peut se projeter dans des scénarios qui sont si drastiques pour juste les 20 ans à venir. Alors, mes camarades présents ici, n'hésitez pas à compléter, hein, vu qu'il y en a qui participent aussi à cette démarche. Bon, déjà, ce n'est pas 20 ans, c'est plutôt 30 ans. Mais en fait, à la fois, ce caractère réaliste, on va continuer à le creuser dans la suite de notre travail. Par exemple, on fait une hypothèse assez forte sur la mobilisation de logements vacants. Bon, ça, il faut qu'on vérifie à quel point c'est crédible ou pas. Il y a on va dire des micro-choses comme ça à vérifier. Mais en fait, si on regarde, ça paraît irréaliste aussi si on se projette à 30 ans. Mais on avait fait un calcul rapide, Sabine l'avait fait. Moins 5 millions à horizon 2050 sur le bassin, en fait, ça équivaut à un départ net de 100 000 à 140 000 personnes par an. Donc, c'est pas rien. 140 à 200, pardon, j'ai mal, tu l'as refait. Bon, donc voilà, ça donne des chiffres qu'on arrive mieux à appréhender. Et par ailleurs, si on regarde les mouvements qui ont eu lieu en 30 ans en arrière, c'est là que c'est important de faire aussi de la rétrospective quand on fait des scénarios, on a des mouvements d'ampleur comparable en fait. Donc c'est là, mais ça peut être intéressant de bien présenter ça quand on les présente, parce que vous disiez comment on vend ça. Déjà, nous, on n'essaie pas de les vendre, mais voilà, pour travailler sur la vraisemblance de ces scénarios, présenter aussi des tendances passées, ça peut aider à relativiser. Pour poursuivre la réponse de Sarah, je voudrais... Pardon ? Oui, Gilles Billen, excusez-moi. 30 ans, c'est le temps qu'il a fallu à l'agriculture, dans un autre domaine, hein, tu cites des chiffres en démographie ou en démographie urbaine. En agriculture, 30 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour passer de la polyculture, élevage généralisé qui existait encore après-guerre, à une spécialisation à outrance avec usage généralisé des engrais chimiques et des pesticides en 1980. Donc, c'est pas si court que ça, 30 ans, ou alors c'est très court, mais la vitesse de changement, la possibilité de vitesse de changement, dès lors qu'il y a une volonté politique présente, elle est très très grande. Je pense que maintenant on peut passer à la discussion plus générale, donc n'hésitez pas à poser des questions à l'ensemble des collègues qui sont intervenus cet après-midi, et à Sarah aussi, bien sûr. Oui, il y a Michel. Benoît Le Saffre, j'ai deux questions. La première, c'est, on vient de parler de plausibilité des scénarios. On sait très bien que quand on fait des scénarios, l'objectif, c'est pas qu'ils soient forcément plausibles, c'est qu'on ait des scénarios contrastés qui puissent nous dessiner des possibles, ou en tout cas des contraintes par rapport à des possibles. Donc, je pense je ne sais pas quel est
la démarche des producteurs des scénarios, mais il faut peut-être être clair au départ sur... on a des scénarios très contrastés, plus ou moins plausibles, mais l'important, c'est quelles sont les contraintes qu'il y a derrière. Ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des travaux comparables à ce que vous présentez sur d'autres bassins, à l'échelle de bassins en France ou en Europe, pour rester dans nos régions? Donc, est-ce que vous avez pu confronter ce type de démarche avec ce qui pourrait se faire ailleurs, tant au niveau des méthodes que des résultats? Alors sur le premier commentaire, je suis d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de contraster et c'est la comparaison aussi entre les scénarios qui est riche. Après, c'est vrai qu'on s'oblige en prospective à avoir une forme de crédibilité et de plausibilité quand même dans les scénarios qu'on présente. Et alors sur la comparaison avec d'autres travaux, c'est un travail qu'on est en train de faire de synthèse un peu pour comparer justement à des travaux existants. Moi, je n'ai pas connaissance de travaux à la même échelle sur un bassin comme ça, notamment hydrographique. Après, il y a d'autres échelles, à des échelles nationales, il y en a d'autres, mais qui essaient aussi d'avoir cette approche, on va dire, sociétale, même si il y a plein de variables qu'on n'intègre pas. Hein, donc, je n'en connais pas beaucoup. Aux mêmes échelles et avec la même diversité de variables. Mais si mes collègues ont d'autres idées, qu'ils n'hésitent pas. Non, je pense que c'est ce que Sarah a rappelé, c'est qu'on a des scénarios de Technofix à foison, on a des scénarios un peu, j'allais dire un peu plus sympas, parce que je les trouve plus sympas, mais sinon on va directement à l'effondrement, comme le scénario qui a été fait pour l'Île-de-France par l'Institut Momentum. Et dans l'entre-deux, un scénario qui serait très sobre, mais non fondé sur un effondrement, moi je n'en connais pas non plus, mais on est en train de chercher en fait. Oui, moi j'ajouterais quelques petits éléments au niveau de la modélisation. Donc là, je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, ce qu'on a eu l'occasion de faire sur le volet prospectif, donc sur la scénarisation. Nous, notre façon de faire, c'était plutôt de se dire, voilà, on va établir 2 images qu'on suppose réalistes de l'agriculture à 2050, en prenant en compte les tendances actuelles, les tendances qu'on a observées sur le bassin sur ces 20 dernières années. Et ce qu'on a fait, on a établi 2 scénarios. Alors, tester de manière quantifiée des scénarios, ça je ne l'ai pas dit, mais il faut l'avoir en tête aussi. Tester des scénarios par modélisation pour modéliser un impact sur la qualité de l'eau, il y a beaucoup de contraintes techniques derrière, dans la mesure où le truc, c'est pas de dire, moi je vais simuler un scénario. Si on veut quantifier, mettre ça dans un modèle, il faut pouvoir être à même de générer un jeu de données qui soit, dans ce cas-là, évolutif dans le temps, dans l'espace, continu par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc déjà que ça, c'est à mon sens, c'est un défi technique. Donc ce qu'on a fait, nous, dans notre étude, c'est d'élaborer 2 scénarios. En termes de prérequis, on s'est posé la question de savoir comment pouvait se caractériser l'impact du changement climatique tel qu'il est dicté par les scénarios du CMIP5 sur l'agriculture du bassin en termes de raccourcissement des cycles culturaux, d'avancée des récoltes ou de retard des semis, ou j'en sais rien, ou de l'évolution de l'irrigation. Et de dire voilà comment je vais de manière progressive et continue à cette image que j'impose en 2050. Et donc, on a d'abord élaboré un scénario donc il y avait 2 scénarios qui avaient été testés. Un scénario, on va dire, un peu pessimiste. La caractéristique principale, c'était une poursuite de la spécialisation du bassin, ce qui semblait être la tendance actuelle, et un qui était un peu plus vertueux, plus tourné vers l'agroécologie, tout en ayant en tête que ces 2 scénarios, l'un comme l'autre, ne soient pas tout mauvais ou tout bon. Ce n'est pas rouge ou vert, c'est spatialisé. On essaye que ça soit crédible et que ça soit un peu mitigé dans l'élaboration des jeux de données. Donc nous, c'était plutôt ça notre thématique, notre façon de faire, quoi. On n'a pas essayé de faire 2 scénarios contrastés, tout blanc ou tout noir, et voir est-ce que ça avait un impact sur l'hydrosystème, quoi. Oui, donc Xavier Poux, je voulais rebondir au débat précédent et faire le lien avec tout ce qu'on a entendu dans les différentes tables rondes. En fait, c'est vrai que nos scénarios, c'est des scénarios de rupture
Et une des fonctions de la prospective, c'est aussi d'envisager les ruptures. Mais même pour nous, ils ont un côté un peu choquant, pour le dire. Enfin, c'est-à-dire qu'on va très loin dans les hypothèses. Et quand on entend les chiffres que Nicolas Flippot nous a rappelés, ils sont tout aussi incroyables. Alors, c'est présenté sur des courbes, c'est des modèles, ça paraît froid, et du coup, ça paraît plausible. Mais quand on réfléchit aux conséquences que ça peut avoir, elles sont du même ordre que celles qu'on envisage. Donc, c'est vrai que le parti pris qu'on a pris dans notre prospective, c'est de forcer les ruptures et de se forcer à penser les ruptures. Parce qu'on n'est plus dans des scénarios business as usual, où il s'agit d'adapter un petit peu plus d'agriculture raisonnée, si on parle de ça, ou moins, etc. Voilà, c'est un petit peu le parti pris méthodologique. On va sans doute trop loin, on va peut-être trop vite, mais on se dit que c'est une manière pertinente, en tout cas, de prendre en compte les questions qui se posent, parce que plus 6 degrés à 100 ans, ça va trop loin, ça va trop vite. Donc, si on a des scénarios qui sont juste calés sur du business as usual, en anticipant ce qu'il y a eu dans le passé, on a un problème même conceptuel. Michel Mébec, je pense qu'en fait, vous n'êtes pas encore assez abrupt, hein, parce que les 2 années qu'on vient de vivre montrent bien qu'il y a des trucs auxquels personne n'aurait pensé et personne n'aurait osé mettre des scénarios pareils. Et là, vous allez avoir en grandeur nature des réponses à des ruptures fantastiques. Quand on entend qu'une partie des gens des grandes métropoles ne veulent plus vivre dans les métropoles, veulent se mettre dans les petites villes entre 10 000 et 100 000 habitants, qui est justement été en décroissance dans les 40 ou 50 dernières années, on est en plein dans votre scénario de la post-métropolisation. Et par contre, dans les exposés qu'on a eus, là, les 2 derniers, on n'a pas compris si vous preniez en compte déjà des scénarios d'évolution du climat et si les acteurs de ces tables rondes étaient au courant d'un minimum de scénarios comme ça. Et donc, il faudra les refaire d'ici 2 ans quand les scénarios climatiques seront affinés et territorialisés. Et là, on va arriver à des trucs effarants. Là, on va aller dans le dur. On va avoir des régions où il va y avoir des micro-guerres de l'eau, parce que les agriculteurs, ils voudront mettre des bassines partout. Les grands bassins là, de rétention, il va y avoir des conflits de ressources dans certaines régions, pas dans toutes. Et nous, il faut qu'on intègre ça dans les scénarios. Comment on va anticiper ces conflits, comment on va mettre en place les solutions pour comment dirais-je, de se mettre autour des tables et de solutions de ces conflits. Donc là, on est vraiment dans le dur des scénarios. Moi, je veux bien apporter un élément enfin pas de réponse, mais de renchérir sur la discussion autour de ce changement climatique. En tout cas, l'impression que j'ai, c'est que lorsqu'on fait des entretiens avec les acteurs, il y a c'est présent dans toutes les têtes, mais sous forme d'un effet de sidération et d'angoisse qu'empêche presque de penser. C'est-à-dire que quel que soit le sujet actuellement sur lequel je fais des entretiens individuels sur l'écologisation, ou sur des reconnexions, et même si je ne parle pas de changement climatique, ça finit toujours par arriver. En fait, la personne enquêtée finit toujours par y faire allusion, mais en mode plutôt paralysie, j'ai l'impression. Lorsqu'on a travaillé sur les scénarios dans le cadre du projet Torsade avec les acteurs locaux, ceux qui le pensent, et le pensent en l'associant à des formes d'adaptation déjà et d'anticipation, ce sont les agriculteurs. Parce que dans les scénarios qu'ils ont pensés dans le cadre de Torsade, en particulier, l'agroforêt, alors c'était particulièrement vrai sur le territoire vosgien, mais ils intègrent cette donnée avec l'agroforesterie qui est déjà anticipée et des opérations de replantation, d'association, et une agroforesterie qui est pensée y compris dans un but d'alimentation. Alors en matière de boutade ou pas, d'ailleurs, dans le scénario vosgien, c'était des amandiers et des oliviers qui étaient déjà productifs. Alors pour vous dire aussi que les acteurs, en fait, ils n'ont pas forcément peur de se projeter et qu'ils voient bien que ça peut aller très vite.
Dans le scénario Torsade, c'était à 2035 et ils étaient déjà dans une forme de projection où les amandiers et les oliviers étaient productifs. Ils étaient aussi dans une forme de projection où ils avaient plus 20% de population. Donc quand on voit sur ces mouvements de population, ils peuvent aussi, y compris dans l'esprit des personnes, être très rapides, quoi. Oui, juste pour répondre à Michel sur les scénarios hydroclimatiques, je pense qu'on aura des éléments de réponse dès l'année prochaine. Donc on peut déjà commencer à anticiper le travail en relation avec les agronomes pour voir comment on intègre ces résultats-là. Clairement, dans le monde agricole, il va falloir gérer cette modification du régime hydrologique et donc la question de stockage de l'eau va se poser à l'échelle des territoires, ça c'est très clair. Si on n'est pas dans un autre scénario de rupture climatique, parce qu'on envisage des scénarios de rupture sociétaux, mais au niveau climatique, il y a des scénarios de rupture qui ne sont pas envisagés, type modification de la circulation thermohaline dans les océans, qui a des conséquences radicales et qui remettent très sérieusement en question l'ensemble des scénarios du GIEC. Oui, Jean-Pierre Tabuchy du SIAP. Justement, mes questions étaient pour Nicolas. Il y avait justement la question du ralentissement du Gulf Stream. Tu as répondu à la question, finalement. C'est une source d'incertitude majeure, semble-t-il. C'est comme ça que je comprends les choses. Après, j'avais deux autres questions qui concernent... ce que tu as montré, c'est qu'on a plus de pluie en hiver. Et donc, ma question derrière celle-là, ce constat, c'est les crues hivernales de Seine, leur fréquence va-t-elle augmenter? C'est un peu ce qu'on peut lire par derrière. Et leur intensité, ça c'est une autre question. Et derrière ça, c'est comment sont simulées la gestion des barrages réservoirs. Parce que dans les études précédentes, on montrait qu'il y avait une augmentation de la probabilité de défaillance des barrages réservoirs à assurer le soutien d'étiage. Mais si on a plus de pluie hivernale, on s'attend à ce que finalement on ait une capacité à reconstituer les stocks qui soit plus facile. Voilà, c'était ma deuxième question. Puis après j'en ai d'autres, mais ça suffit pour le moment. Oui, donc au niveau des débits hivernaux, oui, donc on a des augmentations. Bon, les modèles ne sont pas appropriés pour faire de l'estimation d'événements rares, comme des grandes crues. Donc sur ce point-là, on a des pointes de débit un peu plus fréquentes, oui. Ça, en gros, on a plus d'éléments intenses, mais au moins, on n'a pas des crues de 1910 qui sont anticipées. Pour ce qui concerne le modèle réservoir, on n'en a pas pour le moment. On travaille en débit naturalisé, là, dans ce qui vous est montré. J'ai hâte de travailler avec nos collègues de l'EPTB Seine-Grand-Lac. Je ne sais pas si il y en a présent dans la salle pour travailler sur ces modèles de gestion de réservoirs et voir comment on anticipe la modification de gestion de ces ouvrages dans le régime hydrologique futur. Voir comment on anticipe les infrastructures qui seront nécessaires pour gérer les modifications de régime hydrologique. C'est surtout ça, je pense, la question. Oui, bonjour, j'aurais une question, enfin c'est un élément de question parce que ça fait 2 ans que je travaille sur un projet sur les gaz à effet de serre liés à l'agriculture et j'entends pas beaucoup parler de la modernité liée à l'agriculture. Évidemment, il y a l'agroforesterie, mais ça reste assez marginal, mais sur de l'agriculture conventionnelle. Il y a aussi de l'intelligence artificielle qui est en train de se mettre en place pour justement mesurer la séquestration du carbone et limiter les gaz à effet de serre, et en particulier des nanotechnologies, des nanobiotechnologies à base d'extraits de cerises pour justement cibler les apports dans les sols agricoles. Et apparemment, la bibliographie de 2021 met vraiment l'accent sur l'intelligence artificielle avec des drones, avec
des machines embarquées et justement les nanotechnologies qui prennent un essor très important. Donc, est-ce que vous avez regardé aussi ce potentiel développement en agriculture? Laurence Milot du laboratoire Métis. Donc, dans le cadre des scénarios, ce à quoi vous faites référence renverrait plutôt au scénario qu'on a déjà fait précédemment, qui était le scénario ouvert et spécialisé, et qui était qui s'inscrivait dans une poursuite finalement de la situation actuelle, dans laquelle les nanotechnologies, tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, les drones, tout ce qu'on peut imaginer est intégré. Les deux scénarios que nous approfondissons actuellement sortent complètement de ces solutions, puisqu'on sort de cette hyper-technologisation de l'agriculture. Et par rapport aux hypothèses que nous prenons sur les transformations de la société, puisque ce sont les transformations de la société qui feront les transformations du reste, ces solutions sont très peu compatibles. Et donc, il n'y aurait pas de caractère plausible à les associer à ces scénarios-là, en tout cas au moins au scénario post-métropolisation, peut-être un petit peu dans le scénario les villes en leur bassin, mais l'idée c'est d'être sobre. Donc c'est aussi d'être électroniquement sobre. On n'a plus que 2 remarques, on n'en prendra pas d'autres. Donc une là-haut. On m'a demandé d'être court, donc je vais essayer. C'est une remarque par rapport à, je crois, le premier exposé, où effectivement il y a différents modèles et il est bien montré l'impact, surtout la partie, bon, il y a différents impacts très forts, mais surtout sur la partie, disons, extérieure du bassin, c'est-à-dire en amont des Grands Lacs, en amont de la Marne, de la Seine et la partie Yonne, où apparemment il semble des impacts très forts selon les modélisations. Et si on croise ça, si je croise ça avec les derniers exposés, par exemple sur les différentes modélisations, disons voilà, comment on pourrait tirer des conclusions ou des éléments à partir de ces deux croisements, parce qu'effectivement, les scénarios, les programmes Torsade expliquent qu'il y a 3 territoires très intéressants, dont les Vosges. Les Vosges, c'est à l'extérieur du bassin. Hein. Et donc, et là, ce que je viens de mentionner, c'est la partie périphérique, hein, de notre bassin, où c'est tout le petit chevelu. Hein. Et donc, ça me mène à une première observation, c'est des données suffisantes dans tous ces territoires-là, qui n'est pas la région parisienne, d'une part, et d'autre part, les croisements, justement, entre ces modèles-là. Est-ce qu'on peut, disons, ce territoire des Vosges, on peut l'assimiler à la partie extérieure du bassin? Est-ce que, comment on croise justement cet impact-là avec ces modèles-là? C'est un peu trop long. Bon, merci. Une précision pour les modèles hydrologiques, puisque vous les avez mentionnés. On n'a pas encore présenté de carte d'impact territorialisée. C'était une carte de recharge des aquifères que je vous ai présentée, avec effectivement de forts contrastes entre la frange orientale du bassin et les formations tertiaires. Donc je pense que ça va être difficile de répondre à votre question en croisement avec les scénarios Torsade, enfin les modes d'évolution du territoire Torsade, puisque pour le moment on n'a pas de quantification des impacts du changement climatique dans ces territoires. Oui. Moi je crois que ce qui va nous manquer beaucoup pour croiser justement les scénarios agricoles et les scénarios climatiques, ce sont les nouvelles rotations qui vont se mettre en place, je veux dire, dans un cadre de pénurie d'eau, quoi, hein. Pour l'instant, bon, les rotations qu'on utilise dans nos scénarios sont des rotations actuelles, quoi, hein. Donc, je veux dire, il y a du travail à faire là-dessus, mais on a beau chercher dans la littérature,
on n'a pas la réponse encore. On ne sait pas quelles sont les cultures qui vont être adaptées à ces événements de sécheresse et de pluie intense. Bon, on sait qu'il y a des agriculteurs qui recherchent des variétés résistantes, des variétés anciennes, etc. Mais bon, dans une rotation, on ne sait pas trop comment ça va se passer, quoi. Même si la rotation en elle-même contribue, enfin une rotation longue, je veux dire, contribue à donner de la résilience à l'agriculture, quoi. Pour aller plus loin encore que ce que dit Josette, je pense qu'un des défis pour la modélisation, c'est que l'idée même de rotation dans des systèmes très agroécologisés, elle commence à perdre de sa pertinence. C'est-à-dire que les agriculteurs qui sont dans des formes très agroécologiques ne mobilisent plus complètement en fait ce concept de rotation. Ils sont plus dans une succession sans cesse adaptative voilà. Et donc je pense que ça peut aussi amener à repenser la façon dont certains des modèles ont émergé, quoi. Donc il y a du travail en fait, je pense. Et juste pour précision, les 3 terrains n'étaient pas dans les Vosges, il n'y a qu'un des 3 terrains qui est dans les Vosges, et c'est la plaine des Vosges. Donc il s'avère que c'est là parce qu'il y avait cette collaboration et ces habitudes de travail, mais c'est avant tout en fait un territoire rural en déclin démographique, et avec une agriculture de plaine. Et donc c'est ce qui s'y passe et ce qui s'y simule, à mon avis, c'est ça la caractéristique fondamentale. C'est pas que ce soit dans les Vosges, c'est pas la montagne vosgienne. Juste pour ajouter un petit niveau de complexité avant la pause, il faut aussi prendre en compte l'augmentation du CO2 de l'atmosphère pour établir quel type de plantes vont supporter dans le business as usual un triplement des concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Alors on a un mot de la fin ici par Agnès Ducharme. Merci Alexandre. Donc Agnès Ducharme de Métis, je voudrais revenir sur la question du Gulf Stream parce que je n'aimerais pas que vous quittiez cette salle en vous disant que son renversement est susceptible de sauver l'Europe, la France et le bassin de la Seine du réchauffement qui lui est promis. Tous les résultats scientifiques récents laissent penser que non, en fait, il y a très peu de chances qu'un renversement significatif du Gulf Stream amène à réduire le réchauffement qui est prédit jusqu'à 2100. Et cela, même si effectivement le Gulf Stream ralentit un petit peu, ça s'observe, néanmoins, il n'y aura pas un basculement, selon toute probabilité, avant plusieurs siècles, si jamais ça se produit. Je crois qu'on peut clore la session.